Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, furries and puppies, le H. Je vous ai promis de vous parler de ce boîtier intéressant. Je l'ai déjà vite fait montrer sur la chaîne YouTube lors d'une vidéo assez récente. Aujourd'hui, on va parler d'un boîtier le plus bizarre que je possède, probablement. Un boîtier qui m'a pas coûté super cher, mais qui même à son prix ne vaut pas la peine. Un boîtier d'exception, un peu hors norme, mais qui, encore une fois, malgré ça, je pense, ne vaut pas vraiment la peine. Mais toutefois, le boîtier avec lequel je me suis le plus amusé cette année. Il s'agit du Hasselblad H3D Mark II dans sa version 22 millions de pixels. Et oui, celles et ceux qui sont réactifs savent déjà que normalement ce boîtier n'existe pas. Pourtant, je l'ai là. Donc, la série H de Hasselblad, ce sont leurs réflexes argentiques et numériques, moyen format, avec mise au point automatique, avec prisme interchangeable, dos interchangeable, objectif interchangeable, bien entendu. Ce sont des boîtiers qui ont existé depuis le début des années 2000 jusqu'à la fin des années 2010. Hasselblad a récemment cessé la production du H6D Sensé, qui était le dernier modèle en liste. Et ici, on est sur un H3D, donc un peu plus ancien. Le D veut dire numérique, c'est la version numérique du boîtier. Et de toute façon, le H3D Mark II n'existe pas en version argentique. C'est-à-dire que les H1, H2 et les premiers H3, vous pouvez en fait changer, enlever en fait le dos numérique et y mettre à la place un dos argentique. Il faut 2 mains pour enlever le dos. Voilà donc le dos numérique. À partir du H3D Mark II, Hasselblad ont retiré le support pour les dos argentiques pour ensuite le réintroduire avec la série H6. Les boîtiers de la série H6 qui valent extrêmement cher, ce sont les boîtiers Hasselblad les plus chers que vous puissiez trouver aujourd'hui, c'est-à-dire d'occasion puisque globalement ils sont plus fabriqués. Ce boîtier ressemble énormément au Phase One que je vous ai présenté récemment et beaucoup de choses que j'ai dit sur le Phase One s'appliquent sur ce boîtier Hasselblad, mais mon Phase One est quand même beaucoup plus récent avec un dos numérique beaucoup plus récent et fait du coup des bien meilleures photos. Ici, ce Hasselblad est un ancien parce que j'ai pas les moyens pour un actuel et en plus je l'ai acheté pas dans le meilleur des états. Donc c'est un boîtier qu'on appelle 645. C'est-à-dire que de base, ça utilisait de la pellicule 120 ou 220 dans le but de faire des images qui font 6 cm de large pour 4,5 cm de haut, d'où le nom 645. Alors ça, c'est la taille théorique, puisque la taille pratique, c'était plutôt 56 mm de large pour 42 mm de haut, environ. Et ça, c'est ce qu'on appelle un boîtier numérique plein format. Enfin, c'est ce que Hasselblad appelle des boîtiers plein format. C'est donc du moyen format numérique, dont le capteur est très proche de la pellicule. Pour le cas de ce modèle ici, avec son capteur de 22 millions de pixels, on est sur un capteur qui fait 49 mm de large pour 36 mm de haut. C'est en fait exactement 2 fois la taille d'un capteur plein format 35 mm dont on a plutôt l'habitude. C'est quand même plus petit que les 56 mm de large de la pellicule, on va pas se le cacher. Hasselblad vendent des boîtiers plus récents et plus haut de gamme avec des capteurs plus grands qui font 54 mm de large, donc cette fois-ci réellement proche des 56 mm de la pellicule, mais comme je vous ai dit, j'ai absolument pas les moyens. Mais ces boîtiers sont considérés comme plein format, puisque comparés aux moyens format actuels, comme les Fuji GFX ou les Hasselblad X, qui ont des capteurs de 44 mm de large, on est sur des capteurs ici qui sont quand même sensiblement plus grands et beaucoup plus proches de la taille de la pellicule que prenaient de base les formats 645, que sont ces Hasselblad et que sont les Phase One, les Mamiya 645, les Pentax 645 et sûrement plein d'autres. Donc ici on est sur un boîtier numérique et contrairement au Hasselblad X2D actuel, c'est un boîtier qui a été développé pour des photographes pros, donc on a 1 milliard de customisations et plein de réglages. Non, en vrai c'est très simple à utiliser, il n'y a pas grand chose parce que c'est très droit au but. Par exemple, pour la mise au point, il y a un seul point de focus et vous pouvez vaciller entre 2 modes d'autofocus, un mode un peu plus précis et un mode un peu plus rapide. Ça s'arrête là. Pareil pour la mesure de la lumière, on peut pas changer beaucoup de trucs. Moi j'utilise la mesure spot et je regarde à travers mon viseur et essaie de mesurer dans ma tête la lumière, c'est-à-dire que je prends les valeurs de différents angles de la photo que je vais prendre et puis je fais une moyenne dans ma tête. On n'a pas d'ISO automatique, on peut avoir vitesse et diaphragme automatique, mais je vous recommande pas parce que les automatismes sur cet appareil sont pas très efficaces. On peut théoriquement faire de la rafale, mais c'est moins de 1 vue par seconde, donc c'est pas très rapide. On peut théoriquement avoir de l'autofocus continu aussi, mais j'ai pas testé parce que je pense que c'est pas très bon. Et ce qu'on peut basiquement customiser, c'est quelle molette fait quoi. Encore une fois, je te regarde, Hasselblad X2D. Étonnamment, sur ce boîtier
modulaire où on peut à la fois enlever le prisme, le dos, l'objectif. On peut aussi enlever la poignée qui contient la batterie et contrairement au Phase One, on n'a qu'une seule batterie pour tout le système. Il n'y a donc pas besoin d'avoir une batterie supplémentaire à l'intérieur du dos. Et la batterie tient vraiment pas longtemps. Je ne sais pas si c'est parce que ma batterie est vieille et usée, mais je peux faire environ une 60aine de photos par recharge. C'est correct, mais c'est pas exceptionnel. Il est possible de faire des photos sans le viseur, donc vous pouvez enlever le viseur à tout moment, voilà, et puis simplement voir à travers le dépoli. Il est possible de changer le viseur, il y a quelques autres viseurs disponibles. Le viseur est quand même important par contre, puisqu'il prend la lumière, hein, c'est là-dedans qu'on a la cellule. Il faudra utiliser une cellule externe si vous décidez de faire des photos sans votre viseur. Et puis une particularité que j'ai beaucoup aimée, c'est que contrairement au Phase One, et contrairement à mes boîtiers Canon, ce Hasselblad a un flash intégré. Et ça c'est super drôle, vous verrez que je l'ai beaucoup utilisé parce qu'en plus on est sur un système moyen format Hasselblad et comme tous les systèmes moyen format Hasselblad quasiment, on est sur des boîtiers à obturateurs centraux. Ça veut dire que l'obturateur se trouve à l'intérieur de l'objectif et que celui-ci permet de synchroniser le flash à n'importe quelle vitesse. Donc ça permet de faire des petites nuits américaines, des petits clairs-obscurs un peu sympas et de simplement mieux maîtriser son flash qu'avec des boîtiers réflexes plus standards. Ce que j'ai vraiment aimé avec cet appareil, c'est que c'est un appareil qui me donne la sensation de faire de l'argentique alors que je fais du numérique. Donc j'ai les bénéfices du numérique, à savoir la possibilité de reprendre autant de photos que je veux, la possibilité concrètement de les prévisualiser et la facilité d'export, ainsi que aucun coût de développement. Mais j'ai les autres aspects sympas de l'argentique, à savoir que c'est un appareil qui me ralentit. C'est un appareil qui me fait considérer chaque photo que je prends. Voilà, ça me fait réfléchir à ce que je suis en train de faire. C'est un appareil qui est à la fois très simple à utiliser dans le sens où il y a très peu de réglages à changer, mais très compliqué à utiliser dans le sens où vous pouvez pas juste le mettre en auto et espérer avoir de bons résultats. Et ça me force encore une fois à beaucoup plus réfléchir et à beaucoup plus utiliser mon cerveau, simplement quand je crée des images, à ne pas déclencher dans le vide ou déclencher pour rien. Et résultat, quand je rentre du shoot, j'aurais peut-être pris 6 ou 7 photos du shoot, mais les 6 ou 7 sont livrables. Alors qu'avec un appareil numérique plus récent, plus actuel, je peux peut-être des fois prendre 200 ou 300 photos dans une session pour en avoir éventuellement 2 ou 3 qui seront utilisées à la fin. Donc voilà, c'est une autre philosophie, comme j'ai dit, beaucoup plus proche de l'argentique. En plus, l'écran qui est là au dos est tout bonnement abominable, donc c'est très dur de juger les photos basées sur l'écran, ce qui veut dire deux choses. Un, vous n'allez pas vouloir le faire, donc encore une fois, on fait extrêmement attention à ce qu'on prend en photo puisque on peut pas se fier à l'écran pour refaire la photo au cas où elle est ratée, si vous voyez ce que je veux dire. Et deux, vos clients vont pas vous demander non-stop de regarder vos images et vous feront à la place confiance. Et tout ça, ça se traduit, selon moi, par des meilleures images. Mais bien entendu, avoir le meilleur appareil du monde, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est d'avoir le bon appareil pour la bonne utilisation, pour le bon travail. Hein ? Voilà. C'est pas qu'une question de taille, il faut savoir y faire, et il faut savoir quand le faire. Et la raison pour laquelle je mentionne ça, c'est que bien entendu, vous n'allez pas faire du sport ou de la photographie animalière avec un boîtier comme celui-ci. En vrai, vous pouvez, rien ne vous empêche. Mais je pense que c'est pas un boîtier pour ça. Par contre, des petites poses longues, du petit paysage, du petit portrait en studio ou en bonne condition de lumière, ça peut être un boîtier extrêmement intéressant. Autre chose que j'ai oublié de mentionner jusque-là, pour parler un peu de qualité d'image, il faut aussi que je mentionne un truc très intéressant et qui fait lien avec la sensation d'argentique, c'est que là, en tout cas sur le modèle que j'ai ici, on est sur un capteur de 22 millions de pixels CCD dont la sensibilité ISO maximum est de 400. Et à 400, l'image est très granuleuse, voire trop granuleuse dans certains cas. Donc ça va vous forcer à utiliser une sensibilité basse et donc à chercher la lumière. N'oublie pas que photographie, ça veut dire dessiner avec de la lumière. On ne fait pas de photographie sans lumière et on ne fait pas de bonne photographie sans bonne lumière. Et ça, c'est un appareil fantastique pour se le rappeler et pour se forcer à chercher une lumière sympa, adéquate, qui donnera du peps, du contraste, du détail à votre image. Et encore une fois, ça va se traduire par de meilleures images. Le capteur ici, comme j'ai dit, fait 22 millions de pixels. C'est bien assez pour quasiment toutes les utilisations aujourd'hui en 2025. Mais c'est pas énorme. Pour le même prix, vous pouvez très probablement vous trouver des boîtiers avec des capteurs CMOS plus définis. Voilà. Moi, ce boîtier, combien je l'ai payé ? Maintenant, parlons-en. Je l'ai payé 500 €. J'ai eu de la chance parce que de ce que je vois, ils sont souvent plus chers que ça. Pour 500 €, on peut se payer quoi aujourd'hui ? On peut se payer un Canon 5D Mark III
et quelques optiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, quand je dis 500 €, c'est le prix du boîtier seul. On va parler des objectifs juste après. C'est le boîtier seul. Donc il faut en plus ajouter le prix des optiques. Alors que pour 500 €, on peut se payer un Canon 5D Mark III qui fait aussi 22 millions de pixels, qui a certes un capteur plus petit, mais pour lequel vous allez trouver des objectifs beaucoup plus lumineux et beaucoup plus abordables. En effet, la raison principale pour laquelle je recommande à personne de se payer un de ces boîtiers, c'est le coût des optiques. Car si effectivement j'ai payé mon boîtier 500 €, l'objectif que j'ai actuellement monté dessus, un 50 mm 3.5, qui est même pas si intéressant que ça, c'est l'objectif le moins cher que j'ai trouvé et il m'a coûté 600 €, donc plus que le boîtier. Voilà. Le problème, c'est qu'il est, de ce que je sais, impossible d'adapter des objectifs qui ne sont pas faits par Hasselblad sur ce boîtier, parce que il n'y a pas d'obturateur dans le boîtier et qu'il vous faut impérativement un obturateur pour faire des photos. Donc il vous faut des optiques faites par Hasselblad équipées de leur obturateur. Et ces optiques, elles coûtent toute une blinde parce que c'est les mêmes objectifs qui sont restés jusqu'au H6D qui était un boîtier très très haut de gamme. On le rappelle que son prix de vente conseillé il n'y a pas si longtemps était de 40 000 €. Donc forcément, les objectifs pour le système d'appareil le plus cher au monde, avec le Phase One bien entendu, c'est un peu côte à côte. Même sur un boîtier d'occasion et ancien, ça fait quand même mal. Et pour le coup, les objectifs sont relativement plus chers que les objectifs Phase One. Ils sont aussi en métal. Et ils sont beaux. Le gros défaut de ces optiques, c'est qu'elles ouvrent pas très grand, du coup. Aussi à cause de leur obturateur. Par exemple, ici, je n'ouvre qu'à 3.5, ce qui me donne la même profondeur de champ que j'aurais avec du 2.4 en plein format. Donc il est possible de faire un beaucoup plus beau flou avec du plein format, et par plein format, j'entends 35 mm, en utilisant des optiques qui ouvrent à f2 ou à même 1.4. Optiques qu'on trouve de plus en plus facilement, à des prix de plus en plus abordables, et avec des qualités qui sont clairement très très bonnes aujourd'hui. Le gros avantage qu'avait ce système par rapport à un 5D Mark III, c'est que la qualité de l'optique est absolument sublime, et ça crée un look assez typique moyen format, où le fond est très très doux et très très beau, mais le sujet est extrêmement net et contrasté, et ce, peu importe où il se situe dans l'image. On a très peu, voire pas de distorsion, on a très peu, voire pas d'aberration chromatique, et on a très peu, voire pas de reflets. C'est des optiques magnifiques, et c'est ça qui fait la qualité de ce boîtier, parce que sinon le capteur est clairement moins bon que ce qu'on trouverait dans un 5D Mark III, mais les optiques sont peut-être un peu mieux que ce que Canon faisait en EF, en tout cas sur les optiques d'entrée de gamme, les optiques les plus compactes, ou les optiques les plus lumineuses. Voilà. Je vous entends déjà crier. Cette chaise m'énerve. Je sais que vous avez envie que je vous fasse un petit tour de l'appareil, étant donné que c'est des appareils qui sont pas extrêmement bien documentés sur internet. Je sais que ça vous intéresse de voir à quoi ressemble le boîtier de plus près. Donc le voici. On a un petit écran dessus, comme beaucoup d'appareils photo réflex. C'est sur cet écran que vous allez voir la totalité des réglages que vous faites. Voilà, on a son diaphragme, sa vitesse, ses ISO et les réglages de mise au point. À savoir là, actuellement, il est réglé sur mise au point manuelle. L'écran arrière vous affiche vos résultats, logique. Du coup, c'est la poignée qui sert de batterie et qui s'enlève intégralement comme ça. Le viseur, on peut l'enlever en cliquant un petit bouton qui est ici. Voilà le viseur, le prisme donc. Et pour le remettre, c'est pas compliqué. Voilà, c'est tout. Enlever le dos, c'est bien plus difficile, je suis obligé de le faire à deux mains, c'est pour ça que vous m'avez pas vu le faire, mais en gros c'est avec ce petit levier ici. T'as le capteur qui est quand même beaucoup plus grand que celui des Fujifilm GFX. Purée, j'arrive pas à remettre ce truc. Voilà. Comme je vous l'ai dit, mon petit viseur ici, il a un petit flash. Ça c'est super, bravo. Faut que je vous montre l'énorme miroir aussi. Voilà. Et là, vous vous demandez pourquoi j'ai un câble ici, autour de mon objectif. Je vais vous l'expliquer. En gros, ce Hasselblad a fonctionné parfaitement pendant un mois, et puis il a développé une espèce de comportement très étrange. Et c'est que le bouton de déclenchement ne fonctionne plus s'il n'y a pas un jack branché à l'intérieur du port télécommande qui est ici. J'arrive pas à l'expliquer. Du coup, j'ai juste un petit câble jack qui est juste planté dedans, avec rien branché au bout. Et ce câble jack fait le tour de mon objectif et il sert à rien, c'est juste que genre sans ce câble, bizarrement mon bouton il marche pas, mais avec le câble le bouton il marche. J'arrive pas à l'expliquer, j'ai tout essayé, j'ai tenté de faire une réinitialisation, j'ai parlé sur des forums, personne ne sait pourquoi. Si vous avez une idée de pourquoi, n'hésitez pas à me le dire. Comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, et bien entendu je vais vous laisser avec des petits exemples d'images, mais attention, je vous préviens comme d'habitude que les exemples d'images que je vais vous montrer ici
ne sont pas mes photos préférées que j'ai prises avec cet appareil parce que je ne peux pas encore vous les montrer, mais peut-être bientôt. En tout cas, suivez-moi sur Instagram, éventuellement, j'en parlerai quand je peux les poster. En attendant, c'est le boîtier avec lequel j'ai fait sûrement les photos que je préfère cette année, à part le Nikon D600 dont on a parlé il y a quelques semaines. Et la seule raison pour laquelle j'ai fait des meilleures photos avec le D600 qu'avec le Hasselblad, c'est que le D600, j'ai osé le prendre à des endroits où j'oserais pas prendre le Hasselblad, et que le D600, je l'ai depuis avant le Hasselblad, donc entre autres, j'ai pu l'expérimenter sur l'été, alors que le Hasselblad, je l'ai depuis la fin de l'été, et donc j'ai pas pu autant en profiter que ce que j'aurais voulu. J'espère prendre de belles photos avec l'année prochaine. Mais en attendant, voici les quelques exemples que j'ai pour vous. Merci d'avoir regardé, à bientôt. Et là je vous promets rien parce que je sais pas c'est quoi la prochaine vidéo. J'ai une petite liste de vidéos sympas qui vont venir, mais je veux rien vous promettre, donc juste restez au courant.